Bonjour à tous et bienvenue dans Dimanche en politique, dernier numéro de l'année avant le sprint des municipales. Et ce matin, on va plonger au cœur des mairies avec cette question. Le métier de maire est-il un métier d'homme ? Pourquoi y a-t-il si peu d'élus ? Seulement 17% de femmes maires en France. Comment explique-t-on cette pénurie de candidates, cette sous-représentation dans la vie politique locale ? Alors pour en débattre avec nous sur ce plateau, Laurence Porte, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire centriste de Montbard en Côte d'Or depuis 2014. Dominique Aguilar, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le maire centriste aussi de Tonnerre dans l'Yonne depuis 2014. Aurélie Berger, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire Agir de Gurgy dans l'Yonne également depuis 2008. Je précise que Justine Guyot, maire de Decize, devait être avec nous ce matin. Elle n'a pas pu nous rejoindre en raison d'un événement familial. Pour commencer, Dominique Aguilar, quand on vous a proposé ce débat, quand on vous a téléphoné, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Vous vous êtes dit, c'est pas possible, on en est encore là ? Ou alors, c'est légitime parce qu'on n'est pas assez nombreuses ? Alors c'est vraiment légitime parce que nous ne sommes pas assez nombreuses et c'était l'occasion justement de mettre en avant les femmes en politique. Est-ce que vous vous sentez, Laurence Porte, maire ou femme maire ? Alors, je me sens maire avant tout parce que je considère vraiment que la fonction, enfin c'est comme ça que je la vis, est totalement asexuée, parce que je me dis toujours que nos concitoyens, ce qu'ils attendent de leur maire, c'est qu'ils fassent preuve de sens de responsabilité, d'écoute, de capacité à décider et puis à agir. Donc pour moi, vraiment une fonction asexuée. Ça ne veut pas dire qu'être femme ne présente pas parfois certaines difficultés, mais j'ai envie de dire que ça reste quand même très marginal. Des petites situations de misogynie parfois, c'est tellement marginal franchement que pour moi ça en devient anecdotique. Aurélie Berger, quels sont les avantages justement, parce qu'il y en a peut-être, à être une femme maire ? Je pense que d'un point de vue organisation, la femme, en étant mère, MERE déjà, a forcément un concept de travail en commun, de répartition des tâches. Et il est vrai qu'humainement, on a aussi ces qualités qui sont mises en avant. Alors nous, la particularité dans le coin, c'est qu'on était plus de 40% de femmes mères dans notre secteur géographique. Donc on a augmenté la cote nationale. Voilà. Donc je pense que ça dépend aussi des différences de ruralité, de configuration. Aujourd'hui, il y a des femmes qui prennent des responsabilités dans un grand nombre de domaines et on y va de plus en plus. Donc, je salue votre initiative de nous mettre en avant. Après, excuse-moi Dominique, moi j'apporterai une petite nuance à ce que dit Aurélie. Souvent, moi j'ai l'habitude de dire que je me sens le maire des habitants et la mère de mes enfants, et vraiment en distinguant complètement ces champs de la vie, de façon à ce que voilà, les fonctions soient complètement clarifiées. Et j'ai pas le sentiment que d'être une femme, d'être une maman avec 3 enfants me donne plus de facilité d'organisation. C'est vraiment une question de caractère, de personnalité. Et vous avez souvent déclaré, vous, Laurence Porte, le maire, c'est un chef d'orchestre. Donc vous êtes le chef d'orchestre, point barre. Oui, c'est ça. Voilà, on met en musique une politique. On est à la fois pilote, chef d'orchestre, et il y a derrière tout ça, finalement, c'est la grande interrogation sur la question du leadership. Qu'est-ce qu'être leader aujourd'hui ? Quel style de management aussi on a à mettre en œuvre ? Mais moi, je dirais que, comme Laurence, en effet, quand on me demande si on m'appelle Madame le maire ou Madame la maire, je dis toujours, je suis le maire de la ville pour mes concitoyens, mais par contre, je suis la mère de mes filles. Et donc, je fais aussi la différence. Et je rappelle également, Aurélie, que les femmes sont maires, en effet, dans 78% pour des communes de moins de 1000 habitants, alors que en fait, le nombre de femmes maires sur des grosses collectivités ou des collectivités de strates intermédiaires dans les 10 000 habitants, nous ne sommes que 13%. Donc on voit bien... Pour quelle raison il y a plus de maires dans ces toutes petites communes ? Parce que en fait, les hommes se désengagent, parce qu'il y a beaucoup de travail, parce que ça n'est pas assez valorisé et que en fait, finalement, des tâches qui sont considérées comme pas très valorisantes sont laissées pour les femmes dans les petites communes, ce qui n'est vraiment pas le cas, quelle que soit la taille de la commune. Laurence Porte, dans un contexte où les femmes sont, où les mères sont de plus en plus agressées, on l'a vu verbalement, physiquement, est-ce que c'est pas dissuasif pour une femme d'aller se frotter à cette fonction ?
Je répéterai ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une question de personnalité. Et c'est vrai qu'on se doit, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on se doit totalement d'incarner la fonction. Il y a vraiment cette idée pour moi d'incarnation qui est très forte. Et à partir du moment où on ceint cette écharpe, où on incarne la fonction, la dimension du respect doit être totale, dans les deux sens, bien évidemment. Et qu'on soit homme ou qu'on soit femme, je pense qu'il peut y avoir des moments où on peut être agressé, entre guillemets. À nous aussi de savoir faire preuve d'écoute, de modération, pour dénouer toute situation qui peut amener justement à calmer certaines ardeurs d'agressivité, mais qui sont, pour le témoignage que je peux apporter, quand même extrêmement marginales. Aurélie Berger, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'autocensure ? On se dit quand on est une femme, j'y vais pas, je serais peut-être pas assez compétente. Nous sommes des élus de la République française. On représente les valeurs qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité. On est des managers de projets par rapport à nos collectivités pour tendre vers le haut et donc amener nos populations à bien vivre et à avoir tous les moyens nécessaires à évoluer dans leur parcours de vie. Et en même temps, nous sommes des acteurs des gestions de crise. Et donc, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est un rôle qui est de plus en plus prédominant parce qu'on est confronté à des actions de crise du point de vue social, notamment. Je pense que sur cette mandature, c'est ce qui a marqué nos esprits tous au niveau du conseil municipal, c'est que socialement, on se retrouve quand même avec des fossés entre différentes catégories et une certaine violence verbale inexplicable et à gérer rapidement. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'élu de proximité, le maire, doit être là en matière de réflexion, mais de mise en place d'un plan d'action avec les moyens dont il dispose. Et donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment un critère prépondérant par rapport à nos fonctions qui a évolué très rapidement depuis 8 ans. J'imagine que vous faites référence aux Gilets jaunes depuis un an, peut-être à cette tension. Est-ce que quand on est une femme en première ligne, comment ça s'est passé pour vous depuis un an ? Alors depuis un an, il est vrai qu'on a eu les Gilets jaunes et on a eu aussi des grosses fractures sociales. Moi, j'ai eu des événements par rapport à des gens du voyage, par rapport à des sans domicile fixe, aussi des mineurs sans domicile fixe, donc qui aujourd'hui ne sont pas traités en matière de dispositifs par rapport à l'État. On gère en priorité les familles, mais il est vrai que ce secteur-là, les jeunes mineurs ne sont pas pris en compte. Donc c'est vraiment été des situations d'urgence qu'il a fallu, avec le biais des centres communaux d'action sociaux et de tous les bénévoles, parce que c'est vrai qu'on parle des élus, mais aujourd'hui, dans des communes rurales, moins de 2000 habitants, on a un bassin de bénévoles important qui relèvent les manches très rapidement et qui viennent à nos côtés. Et donc, il est vrai que ces situations-là, aujourd'hui, d'urgence, nous demandent effectivement d'avoir des ressources en logement, des ressources alimentaires, des ressources en vêtements. Donc, tout un tas de choses aujourd'hui qu'on se doit de mobiliser. Dominique Aguilar. Oui, gestion de crise, je suis tout à fait d'accord. Et gestion de crise, alors nous, dans des collectivités plus importantes, par exemple, si je prends en matière d'urgence concernant les violences intrafamiliales, on a des logements qui sont disponibles avec des implications réelles fortes et peut-être plus fortes parce que nous sommes des femmes. Nous, on a mis en place un dispositif qui est un bouton qui s'appelle le bouton shérif pour alerter. C'est pas un avantage d'être une femme sur ce sujet-là, ces sujets-là. Je pense qu'on a une vraie proximité, on a un regard différent, mais également sur d'autres sujets. Dans des gestions de crise, je prendrai pour exemple gestion de crise en cas d'inondation. En 2013, nous, il y a eu, dans le mandat précédent, une évacuation obligatoire parce qu'on avait des habitants qui étaient inondés. Il n'y a pas eu de gestion de crise de fait par le maire en l'occurrence. Moi, en 2018, j'ai dû évacuer également des populations. J'ai été en capacité de le faire. On a mis en place le plan communal de sauvegarde, tout un tas de dispositifs qui sont des outils qu'il faut élaborer, qu'il faut mettre en place et sur lesquels on doit s'appuyer. Et avec nos équipes administratives, mais également d'élus, qu'elles soient
homme ou femme, c'est aussi d'être en amont de toutes ces situations de crise, de travailler. Et je crois on peut être force de proposition, on est dans une dynamique pour porter ces sujets-là, qu'on soit homme ou femme, et on peut très bien les porter. On en a fait... Il n'y a pas de différence. C'est une histoire de profil. Oui. Voilà, et moi si je peux réagir aussi par rapport à ça, c'est des exemples, voilà, on en a toutes. Moi par exemple, quand j'ai 1000 passagers du TGV qui sont débarqués parce que voilà, le train est arrêté, il y a un colis suspect, ben voilà, il y a 1000 personnes sur le parvis de la gare à gérer. Mais c'est des choses voilà, qui se font, j'ai envie de dire, sereinement, parce qu'il y a des protocoles qui sont mis en place. Et ce qu'on attend de nous, c'est bien sûr alors cette réactivité, cette écoute par rapport à ce que évoquait Aurélie, mais c'est vraiment être présente sur des politiques qui sont multithématiques. On est sur tous les fronts, j'ai envie de dire. Et je sais qu'il y a toujours une énergie sans cesse renouvelée et qu'on trouve en soi des ressources absolument toujours extraordinaires. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi comme ça. Finalement, quel que soit le sujet, quelle que soit la situation à aborder, on trouve toujours cette ressource pour être à l'écoute et en recherche de solutions. Alors, ce qu'on a envie de savoir maintenant, c'est comment vous avez démarré, comment vous avez commencé. Est-ce que vous avez eu autour de vous une figure politique ou autre qui vous a inspiré ? Alors, évidemment, la figure politique, c'est forcément Simone Veil, qui est la mère de toutes les Françaises. Ancienne ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing. Et aussi présidente du Parlement européen, c'est important pour moi. Et je dirais pour 3 choses. Tout simplement parce que c'est une femme qui a eu un tel courage et une telle sincérité dans son engagement, que c'est une femme avec une stature de femme d'État absolument exceptionnelle. Et puis, c'est quelqu'un qui a été une réformatrice extrêmement audacieuse et indépendante. Et puis enfin, et ça c'est fondamental, toujours dans ce respect des valeurs humaines qui je crois aussi est en résonance avec son propre parcours personnel et cette capacité à la résilience vraiment admirable. Dominique Aguilar, quand on est de droite, on a forcément une référence, une figure de droite oui, ou pas la même que Laurence, évidemment. On est peut-être centriste, mais pas par hasard. C'est aussi une icône de la gauche, me semble-t-il, et qu'elle appartient à tous les Français. Après, c'est la première femme ministre d'État avec, comme l'a dit Laurence, cette grandeur, cette dignité, ce courage, cet engagement. Vraiment, l'honneur aussi pour tous les habitants, les concitoyens. Je pense qu'elle a porté également l'avortement. En 1975, c'était quand même la libération aussi de la femme. Et je pense qu'elle représente quand même le monde politique et de la femme de façon générale. Aurélie Berger, d'autres modèles ? Oui, moi c'est plus un modèle d'éducation. C'est vrai que je suis issue d'une famille où mes parents, mes grands-parents étaient acteurs, entrepreneurs, mais aussi consacraient énormément de temps dans l'associatif. Et donc ça a été un exemple parce que j'ai partagé beaucoup de moments avec eux. Et lorsque j'ai acheté ma première maison, c'est le maire du petit village où j'ai acheté, Roland Carenton, qui m'a donné envie de m'impliquer d'une autre manière pour un ensemble de populations et donc participer quelque part à notre prochain et donc à faire qu'on peut faire évoluer aussi la collectivité pour l'adapter. Et donc mon cadre de référence est plus orienté sur ce maire d'une commune de moins de 500 habitants que je garde vraiment dans mon cœur, qui a œuvré énormément. Quand on a discuté ensemble, Aurélie Berger, vous m'aviez dit à l'époque, quand je me suis lancée, l'accueil du maire sortant, il était plutôt réfrigéré. Oui. Et puis j'ai subi des moqueries de mes collègues quand je me suis présentée. Oui, tout à fait. Racontez-nous. Eh bien, c'est vrai que j'ai déménagé. Donc, j'ai fait un mandat en tant que conseillère municipale sur Rouvray. Et donc, à la suite, je suis revenue sur mon village natal à Gurgy. Et donc, je suis allée me présenter devant le maire sortant pour lui dire que je souhaitais m'impliquer dans la vie municipale aux côtés de la prochaine liste. Et effectivement, il m'a dit que j'étais trop jeune. Donc, à l'époque, j'avais 30 ans. C'est vrai qu'être maire à 30 ans, ça paraît jeune. Maintenant, quand on voit aujourd'hui certains dirigeants d'entreprise, l'âge moyen qu'ils ont, ça paraît complètement décalé et même démesuré. Donc, je pense que c'est plus du tout un sujet qui est d'actualité. Il est vrai aussi que... Enfin, ça peut. On avait invité Justine Guyot, justement, qui était élue, qui a 28 ans et qui, justement, pour qui c'était pas forcément simple les débuts. Laurence Porte, vous, quand vous avez attaqué la politique, vous avez déclaré à l'époque, moi j'ai été choisie parce que j'étais une femme pour les listes paritaires.
Oui, alors moi j'avais 31 ans et je suis devenue à ce moment-là conseillère municipale sur une liste dans la ville où je vivais. Et c'est vraiment la loi sur la parité qui finalement m'a ouvert la porte de la politique. J'y pensais pas forcément avant. J'avais d'autres engagements, bien évidemment, toujours très républicains, y compris sur le plan professionnel et puis aussi par mon histoire familiale. Et lorsque je suis devenue conseillère municipale, je me suis très vite rendu compte que j'avais des choses à dire, que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. Mais aujourd'hui, ce que je constate, c'est que, enfin, c'est mon sentiment, vous allez me dire si vous le partagez ou pas, c'est qu'on n'appartient plus à cette... on n'est pas cette génération de pionnières. On évoquait Simone Veil tout à l'heure, celles qui ont vraiment tout encaissé, qui en ont pris plein la figure. Il me semble quand même aujourd'hui que les choses sont beaucoup plus apaisées. Est-ce qu'il y a encore des attaques quand même? Des attaques parce que nous sommes des femmes? Moi, j'en ai pas d'exemple vraiment. Ça vous est jamais arrivé, vous, Laurence Porte? Non. Aucune remarque sexiste? Si, moi complètement, si, ça perdure. Qu'est-ce qu'on vous dit? Après, je suis la première femme maire de ma collectivité et donc forcément derrière, il y a tous les sarcasmes qui arrivent. C'est-à-dire, vous entendez quoi? Mais déjà, quand vous arrivez, le fait de vous présenter, si vous êtes en pantalon, en robe, la façon, aujourd'hui vous avez bonne mine, vous avez moins bonne mine, il y a tout déjà cette apparence qu'un homme, quelle que soit la couleur de la chemise, qu'elle soit propre, qu'elle soit sale, enfin son apparence, on n'en tient pas compte déjà. C'est les attaques de votre propre parti, de la vieille génération, pas forcément? Non, ça, alors là, ça n'a pas ni de couleur, ni d'âge. Aurélie Berger, c'est passé Je comment ne pour vous? le perçois pas comme ça. Enfin, plus simplement, déjà, moi, je suis rentrée en politique. Il n'y avait pas la loi sur la parité. Et donc, je suis vraiment rentrée en politique parce qu'on m'a donné envie. On m'a donné envie d'agir et de pouvoir construire les choses. Du coup, c'est vrai que c'est complètement différent. D'ailleurs, j'ai pas forcément bien perçu cette loi sur la parité parce que du coup, j'ai vécu aussi la période électorale des régionales sans parité et avec parité. Et à un moment donné, il a fallu faire des choix entre un homme et une femme, non pas sur le profil, sur les compétences, mais parce qu'il y avait cette alternance. Et honnêtement, je n'ai pas forcément vécu ça positivement. Alors cette loi sur la parité, justement, depuis 2000, elle oblige les partis à alterner un homme et une femme. C'est les fameuses listes Shabada, comme on les appelle. Il faut l'étendre, parce que pour l'instant, elle est obligatoire, cette règle, pour les communes de plus de 1000 habitants. Est-ce qu'il faut l'étendre, d'après vous? Alors, la parité a été un mal nécessaire. Après, quand on pousse peut-être les choses un peu trop loin, ma crainte serait que ça puisse aussi, à un moment donné, être contre-productif, puisque voilà, la personne ne va plus être vraiment évaluée pour sa compétence, mais par son genre. Ce qui peut aussi, à un moment donné, quand même interroger et vraiment poser question. Donc, pour les communes plus petites, je trouve que ça peut vraiment être une contrainte très importante, surtout dans un contexte aujourd'hui où c'est quand même un peu plus difficile de trouver des personnes qui sont prêtes à s'engager, à tout donner pour la chose publique. Donc ça me semble pouvoir aussi à un moment donné être trop contre-productif et on doit toujours être dans cette recherche du juste équilibre. Dominique Aguilar, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait plus de femmes maires en France aujourd'hui? Je pense que notre rôle, c'est d'accompagner ces conseillères municipales qui sont pour à 40%... 43%. 43%, voilà, des conseillères municipales. C'est notre rôle de les accompagner pour pouvoir atteindre justement des postes à responsabilité. Elles ne doivent pas être cantonnées uniquement dans les affaires sociales, dans la petite enfance, dans l'enfance. Mais dans mon équipe, par exemple, j'ai des femmes élues qui sont en charge des travaux, qui sont en charge de l'urbanisme, au même titre que les services administratifs. Et je crois qu'elles ont des compétences. On doit les accompagner pour pouvoir pour pouvoir valoriser ces compétences et trouver les postes qui leur est possible, au même titre que dans la vie professionnelle. On voit bien les difficultés à atteindre les postes à haut niveau. Dans la vie publique et dans la vie politique, le problème reste le même. Et c'est vrai que la parité, ça ne règle pas tous les problèmes, mais c'est aussi à nous d'être force de proposition auprès de ces élus, femmes, de conseillères municipales, pour les conduire à prendre des postes de maire ou d'autres fonctions. Vous, Dominique Aguilar, vous faites partie d'un réseau qui s'appelle Élus Local. Oui. C'est le premier réseau national de femmes élues. Est-ce que vous diriez qu'il y a de la solidarité aujourd'hui entre les femmes élues et entre les maires?
Alors femmes. évidemment, parce que c'est un réseau et moi je suis donc la référente départementale dans l'Yonne du réseau élu local et c'est d'avoir créé donc cette dynamique, d'encourager les conseillères municipales, des jeunes conseillères municipales qui doivent jouer entre leur vie professionnelle, leur vie de femme au foyer, mais également engagée politique et donc de pouvoir avoir ce réseau, ça les conforte dans le fait qu'elles peuvent tout à fait trouver leur place et c'est important. Oui. Laurence Porte. Et j'ai vraiment envie de compléter les propos de Dominique en disant que finalement, en tant que femme-mère, c'est aussi par l'action que nous menons, la façon dont nous menons les affaires, on participe totalement finalement au changement du regard social qui peut à un moment donné peser davantage sur les femmes, c'est une réalité, mais c'est à nous aussi d'aller au-delà de ça et de porter ce côté extrêmement positif et enthousiasmant. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les femmes soient rassurées par rapport à un engagement. Il ne faut pas avoir peur, d'y aller, il ne faut pas avoir peur de se remettre en cause systématiquement, d'être dans la dévalorisation, parce qu'on a beaucoup à apporter, autant que les hommes. Et puis, c'est aussi bien sûr dans l'imbrication, la mixité des relations, que les choses sont beaucoup plus enrichissantes. Je ne sais pas si vous avez un ou une première adjointe ou adjointe au sein de vos conseils municipaux, dans le partage du quotidien, des difficultés, le partage des problématiques. C'est très important d'échanger avec hommes et femmes qui sont dans notre entourage. Aurélie Berger, qu'est-ce qu'elles vous disent, les femmes qui travaillent à vos côtés dans votre conseil municipal? Alors, moi, je suis ravie de mes adjointes. Je les salue d'ailleurs. Je suis vraiment ravie de travailler avec des hommes et des femmes. Je suis vraiment pour cette mixité parce qu'on a des profils différents et je ne serais pas forcément favorable de mettre une femme dans des fonctions sur lesquelles elle ne se sent pas à l'aise. Pas de quota, c'est ce que vous dites. Voilà, pas de quota et vraiment de gérer par rapport au profil et non par rapport au sexe. Ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'est très important et auquel je suis attachée. Et c'est la même chose dans la vie professionnelle. Et d'ailleurs, ce qui m'a choquée énormément, c'est au moment de l'élection des conseillers territoriaux, où on leur demandait un tandem d'un homme et d'une femme. Alors qu'on venait de voter quelque part la loi pour le mariage pour tous, et là on a imposé ce tandem homme et femme, excusez-moi, mais j'ai trouvé ça complètement décalé, dans le sens où deux femmes auraient très bien pu faire un super tandem pour aller au département, ou deux hommes, ou voir effectivement un couple, entre guillemets. Mais c'est vrai que l'imposer, je trouve que déjà c'est contraire à nos valeurs aujourd'hui de la femme et dans lesquelles on arrive à s'imposer. Ça, c'est quelque chose... Est-ce que vous pensez que ce débat, je m'adresse à toutes les trois, est-ce que vous pensez que ce débat, on l'aura encore dans 10 ans? J'espère pas. Ah non. Vraiment. Non. En fait, même la question même du débat qui était est-ce que être mère, c'est un métier? Déjà, moi, c'est ce qui m'a interpellée le plus. Est-ce que c'est un métier? Moi, je pense que c'est avant tout une fonction. Un métier d'homme. Voilà, un métier d'homme. Mais est-ce que c'est un métier? Et d'homme, c'est encore une autre question. Parce que c'est avant tout une fonction qui demande, c'est vrai, des compétences professionnelles. Ça, c'est une réalité. Donc, j'espère vraiment que dans 10 ans, non, on ne se posera absolument plus ce genre de questions. Homme-femme, on en parlera encore dans 10 ans. Moi, je pense qu'on risque d'en parler encore. Pourquoi? Il faut encourager les jeunes à s'engager, les jeunes femmes à s'engager. On voit bien, comme l'a dit Aurélie, c'est vrai que dans le cadre de la parité, homme-femme, un couple, homme-femme, pourquoi pas deux femmes, deux hommes. Je pense que on est resté encore dans des cadres. Il faut sortir de ces cadres-là. Et au quotidien, c'est quand même... quand on entend les échanges sur des femmes, on va dire, je l'ai dit tout à l'heure en aparté, finalement on préfère celle-ci parce que elle est mieux, vaut mieux avoir une Ferrari qu'une 2 chevaux en parlant d'une femme. Franchement, je pense qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Ça, c'est ce que vous avez entendu il n'y a pas longtemps Oui. autour de vous. Je tiens à vous dire que parmi les jeunes en fait, n'ont plus forcément cette sensibilité-là et ça vient naturellement puisque nous avons la chance d'avoir un conseil municipal des jeunes et la parité est respectée sans le dire, c'est-à-dire que ça s'est fait complètement naturellement et donc il est vrai que
tout est déjà intégré chez eux. Il y a une ouverture d'esprit qui effectivement est là. Et donc, à mon sens, on parlera d'autres choses, notamment de modernisation de fonctionnement, oui, pour pouvoir accueillir plus de femmes et leur donner plus de souplesse. Alors cet été, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État en charge de l'égalité, a écrit dans un journal pour appeler les femmes à se présenter au municipal 2020. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça suffit ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux? Dominique Aguilar. Enfin, moi, je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est aussi à nous d'être force de proposition, d'aller à la rencontre des jeunes dans les différents établissements. Donc c'est toujours bien de le dire. Le discours, c'est très bien, mais aussi il faut être sur le terrain. Et puis, je crois que, toutes les trois, on a démontré qu'on était dans nos collectivités en responsabilité, qu'on faisait des actions, qu'on conduisait des projets avec des technicités, avec des compétences, et que voilà, on savait dérouler. C'est la campagne des municipales qui commence un peu pour vous trois là, non? Je dirais, pour ma part, que ce soit du premier jour du mandat jusqu'au dernier jour du mandat, moi je suis au travail, et quand on me demande si je vais repartir, j'ai simplement envie de répondre, mais je me suis jamais arrêtée. Et c'est peut-être aussi, alors là, le propre des femmes, je sais pas, d'être toujours en mode projet, toujours dans l'action. Et c'est vraiment, pour revenir sur le message de Marlène Schiappa, c'est quand même positif comme message, bien évidemment, mais c'est par la démonstration, c'est par notre capacité à agir et à décider, voilà, qu'on se doit d'être des exemples. Un dernier mot, Aurélie Berger, avant la fin de cette émission. Je pense vraiment qu'il faut révolutionner le fonctionnement des conseils municipaux pour permettre à toute personne aujourd'hui de s'engager dans sa vie locale. Parce qu'on s'aperçoit que l'emploi professionnel est en pleine mutation. Quand on vit en milieu rural, on est amené à se déplacer sur Dijon, sur Châlons, sur Paris. Et donc, du coup, on n'a pas forcément de temps à donner humainement, physiquement, pour s'impliquer dans une collectivité. Et ne serait-ce que déjà d'offrir une possibilité aux collectivités de s'organiser pour avoir du numérique et réaliser des conseils municipaux interactifs à distance, permettrait aussi à une jeune maman qui vient d'avoir un bébé de pouvoir se saisir depuis chez elle. Et donc je lance le clin d'œil sur Julie, dans le sens où oui, merci. Elle pourrait aussi travailler comme ça. On a compris, le débat est loin d'être fini. Merci à toutes les trois d'être venues débattues sur le plateau de France 3 Bourgogne. Tout de suite, c'est l'information régionale avec Arnaud Lefebvre. Merci de votre fidélité. Passez une très belle journée sur France 3. Merci. Merci. Merci.